Chers internautes, bonjour. Amis maoniennes et maoniennes, bienvenue dans votre émission Maoni, émission dédiée à l'Afrique et à toute la jeunesse intéressée par ce continent. Révision constitutionnelle au Rwanda et plus récemment au Gabon, contentieux constitutionnel en République démocratique du Congo et au Togo, pour ne citer que ces États-là. L'Afrique est actuellement traversée par une crise liée au mode et aux modalités d'exercice du pouvoir. Si le système politique en lui-même n'est pas décrié, mais bien au contraire brandi de part et d'autre des classes politiques et de la société civile tel un ultime trophée, force est de constater que la conception, la mise en œuvre, l'idée que chacun se fait dans la sacro-sainte démocratie est aussi diverse que les intérêts particuliers ou privés qui peuvent être en jeu ou qui sont souvent en jeu dans les pays en crise. Or, qui dit pays en crise, dit instabilité politique et forcément, par conséquent, des résultats économiques défavorables. Quel régime politique alors pour les États africains afin d'assurer une pérennité dans les institutions et par là permettre un soutien à des économies déjà mal en point? Pour en parler aujourd'hui, nous serons avec deux prestigieux invités. Cecilia Emma Wilson, diplômée de Sciences Po Paris, entrepreneur et analyste politique. Elle a créé une agence de marketing digital destinée à aider les entreprises et les personnalités publiques à s'implanter durablement sur les marchés subsahariens. Elle est également auteure d'un essai sur la dimension spirituelle du panafricanisme politique dont le titre est Afrique politico-spirituelle. Bonjour Emma. Bonjour Gianni. Merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de toi, nous avons Lionel Kwasi. Lionel est juriste de formation, ancien militant dans l'associatif et actuellement juriste au sein d'une collectivité territoriale française. Bonjour Lionel. Bonjour Gianni. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons regarder un micro-trottoir qui a été tourné à Lomé. Je profite de l'occasion pour remercier Stelio pour ce magnifique travail. Ce micro-trottoir a porté sur deux questions essentielles. C'était de savoir comment définissaient-ils ceux qui sont intervenus la démocratie, et pour eux, est-ce qu'une démocratie dans laquelle il n'y a pas de limitation de mandat était une démocratie faussée? Donc nous allons regarder ce micro-trottoir et nous reviendrons juste après. Bon, je dirais que la démocratie, c'est un système politique mis en place dans lequel le peuple est libre de s'exprimer, le peuple est libre de vaquer à ses occupations sans contrainte externe ni interne. Disons, une démocratie, c'est un système politique dans lequel plutôt il y a la paix. Il y a la paix, que ce soit intérieure ou extérieure. Donc pour moi, démocratie rime avec liberté d'expression, liberté de toutes sortes. C'est-à-dire la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Démocratie, selon moi, est un régime politique dans lequel il y a la liberté d'expression sur le plan politique et social. Quand on parle de démocratie, on peut dire que c'est la liberté du peuple de s'exprimer, de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, et quand ils ont un problème, ils peuvent l'exprimer complètement sans crainte. Pour la démocratie, c'est un système mis en place par les gouvernants ou les hommes politiques pour mieux gérer leur vie politique. Pas seulement ça aussi, mais pour assurer le bon développement de leur pays, et ou pour la population, pour un avenir meilleur. Selon vous? Oui, je dirais que cette démocratie elle est faussée parce que le temps est un facteur très important dans le parcours de chaque être humain. Oui, c'est une erreur grave. Puisque quand on parle de démocratie, il doit y avoir une limitation de mandat. La démocratie sans limitation de mandat, c'est pas la démocratie. Mais quand ils sont partis, est sur le pouvoir pendant plusieurs années, je crois qu'on ne peut plus parler de démocratie là-bas. Oui, c'est ça. Merci.
La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, de ce côté, ça veut dire que c'est le peuple qui doit décider de son avenir, de ce qu'il est bon pour lui. Donc, une démocratie sans limitation de mandat, je crois que c'est possible. Un président ne peut pas régner toute sa vie sur le trône. Donc, il va falloir qu'on détermine les choses. Il faut qu'on délimite les choses. Bon, ce président doit faire ce mandat, 2 mandats, puis pas. Et une autre personne vient, c'est ça. Le président qui est supposé passer un temps sur le trône, disons comme ça, ce président-là a un objectif avant de venir. Il a établi un certain programme avant de se faire élire là-bas. Donc, s'il vient et sait qu'il a un temps pour accomplir tel et tel objectif, bon, il le fait de façon bien, histoire de garder un renom beaucoup plus tard. Mais lorsqu'il n'y a pas de limitation de mandat, il est libre de faire ce qu'il veut, il ne rencontre à personne. Et voilà, il s'en fout pas mal de ce qui se passe là, puisque de toute façon, il est là à vie. Donc, le mandat est très important, la limitation de mandat plutôt est très important dans l'exercice de ce qu'on peut appeler une vraie démocratie. Merci. Merci, monsieur. Alors, merci à Stélio pour ce micro-trottoir. Moi, ce qui m'a frappé dans ce micro-trottoir, il y a 2 choses. Il y a le fait qu'il liait la démocratie à la liberté d'expression. Et la seconde, la plus curieuse, c'est qu'il considère que lorsqu'il n'y a pas de limitation de mandat, pour eux, la démocratie est quelque peu altérée. Bon, après, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est un pays qui traverse actuellement une crise qui est liée à une constitution décriée par une certaine partie de la population, qui peut expliquer en partie le point de vue des personnes qui sont intervenues. Mais je voudrais quand même vous demander, Emma, que pour toi, une démocratie dans laquelle il n'y a pas de limitation de mandat, est-ce qu'elle est faussée réellement? Alors, il me semble que non. Pourquoi? Parce que certaines monarchies parlementaires sont des démocraties. Certains régimes, en fait, enlèvent tout simplement le pouvoir au président de la République, comme au Canada notamment, mais il n'empêche que le peuple a quand même le droit de s'exprimer et participe en fait à l'exécution de certaines tâches et du pouvoir. La question des mandats, pour moi, est une fausse question. C'est une question totalement détournée, dans la mesure où on peut trouver d'autres moyens, d'autres voies et moyens, en fait, pour trouver la solution, pour aider le peuple, en fait, à décider souverainement. Parce que, au fond, le président ce n'est qu'une personne. Il n'incarne pas le peuple en lui-même. C'est une institution. C'est vrai que la présidence de la République est une institution, mais après, tout dépend de la manière dont on redéfinit l'exécutif, de la manière dont on redéfinit du coup les pouvoirs du président de la République. Lionel, qu'est-ce que tu penses de cette question? Déjà, j'aimerais rebondir sur ce micro-trottoir qui a été réalisé. Alors effectivement, il y avait la notion de peuple qui revenait à chaque fois dans la définition. Et donc, pour pouvoir répondre à ta question, moi j'irais à mettre le fait d'avoir la volonté du peuple et la représentativité derrière. Pourquoi? Parce que la question du mandat reste quelque chose essentiellement beaucoup plus... c'est très important. Pourquoi? Parce que une fois que le peuple va vouloir, et une fois que le président ou le chef d'État en place va vouloir autre chose, une fois donc qu'il y aura cette disparité ou cette notion de contrariété entre le peuple et le président, c'est là où la question de mandat sera vraiment effective. Pourquoi? Parce que peu importe le temps, si pendant 10 ans, 15 ans ou 20 ans, le président peut-être respecte l'expression du peuple ou la volonté du peuple, je pense qu'on est tout à fait encore dans une démocratie et cela reste tout à fait conforme. Mais toute la question est là, dans le respect de la volonté du peuple. Voilà. Comment est-ce qu'on respecte la volonté du peuple si ce n'est pas des élections en respectant le verdict des urnes? Or, le principal problème en Afrique aujourd'hui, c'est la qualité de nos élections, c'est la transparence de nos élections. Et le schéma, il est classique. À la fin des élections, une opposition contestataire
et un gouvernement ou une majorité présidentielle qui se cache derrière un certain légalisme pour dire voilà que les résultats doivent être respectés. Alors, toute la question est là. Est-ce que les élections nous permettent vraiment de refléter, est-ce que les élections permettent vraiment de refléter la volonté des peuples aujourd'hui en Afrique? Est-ce qu'on doit continuer sur ces élections qu'on organise, notamment présidentielles, tous les 5 ans, depuis 90 et le discours de la Baule? Est-ce que ces élections nous ont vraiment permis d'asseoir les démocraties? Les élections coûtent cher. Et j'ai presque envie de dire qu'elles coûtent cher pour rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a plus besoin de ces fonds de caisse pour le développement de nos pays que pour des élections qui finalement, parfois, sont même truquées, puisqu'il y a du bourrage d'urnes. Souvent. Il y a de l'achat de voix, très souvent. Et aussi, il y a un autre phénomène dont on ne parle pas assez, c'est que les voix, parfois, sont achetées par des groupes de campagne qui sillonnent tout le pays et qui donnent de l'argent en fait à des personnes qui n'ont pas les moyens. Du coup, de fait, le jeu il est faussé dès le départ. Donc si on veut même considérer le jeu démocratique, il faut considérer qu'un ventre affamé ne peut pas aller voter correctement. Donc je pense qu'il faut déplacer le débat sur le despotisme éclairé et chercher en fait un dirigeant qui aujourd'hui a vraiment le souci de son peuple. Voilà, et qui est prêt en fait à aider son peuple à sortir du seuil de pauvreté pour ensuite pouvoir parler maintenant régime politique, question des mandats et élections. Mais c'est bien beau, mais il faut quand même à un moment donné qu'on ait un mode d'élection ou de choix, disons, de cette personne qui serait éclairée si je rentre dans ta ligne de mire. Mais comment on choisit si on ne passe pas par les élections? A-t-on d'autres moyens aujourd'hui? Oui, alors moi j'aime bien les gouvernements d'union nationale, où on ne choisit en fait que des technocrates. Ce qui ne marche jamais en Afrique. Malheureusement parce qu'il y a de la politique politicienne, c'est-à-dire que tout le monde se tape dessus. En réalité, le problème dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, c'est qu'on confond les idées avec la personne. Or la personne n'est pas les idées, la personne n'est pas son parti politique. Pas nécessairement. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cette politique politicienne, de cette guerre fratricide. On a surtout besoin, avant toute chose, de technocrates. Et j'insiste sur cela, c'est-à-dire de personnes de la société civile qui sont capables de venir pour réparer les brèches avant maintenant d'établir les fondements qu'il faut pour permettre à la population d'être une véritable nation et de choisir son leader. Justement, en parlant d'idées et de personnes, parlons du multipartisme instauré au début des années 90, suite au discours de la Baule de Mitterrand qui demandait aux différentes ex-colonies, si on peut le dire comme ça, d'ouvrir les pays à la liberté d'expression suite à la chute du mur de Berlin. Mais est-ce qu'on peut dire que depuis 1990, aujourd'hui, depuis le discours de la Baule, il y a un mimétisme général qui s'est produit au début de ces années 90, qui a commencé par la conférence la conférence souveraine du Bénin. S'en est suivi plusieurs autres conférences dans les différents pays africains, qui a ouvert la voie au multipartisme. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les partis politiques qui ont été créés, on avait créé plus de partis ethniques, plus de partis régionalistes que de partis politiques. Ce qui fait que les idées dont tu parlais tout à l'heure n'ont jamais été mises en avant en Afrique. C'est toujours les hommes qui ont été le plus mis en avant. Alors, est-ce que on doit continuer le multipartisme intégral? Lionel, à ton avis, est-ce que ce multipartisme intégral peut nous permettre d'asseoir une stabilité politique et institutionnelle au sein de nos pays en Afrique aujourd'hui? Alors déjà, je pense c'était très tôt d'imposer le multipartisme en Afrique. Alors, t'as bien on devait continuer par les partis État? Pas tout à fait. Le parti État était un faux système, pour bien même que cela pourrait être quelque chose de bénéfique. Pourquoi? Parce que reprenons les choses replaçons les éléments dans leur contexte. L'Afrique a un passé précolonial où les empires et les royaumes étaient organisés sur la base des ethnies, sur la base des peuples. Je fais référence à l'empire du Ghana qui était très bien organisé, qui était très riche d'ailleurs,
qui a connu son apogée, il me semble, au Xe siècle. Je veux faire référence à l'empire du Mali, avec Soundiata Keïta, Moussa Kankan, il me semble, où c'était des empires vraiment organisés et il y avait une appartenance du peuple par rapport à ces royaumes-là. Alors, depuis la conférence de Berlin, il y a eu un partage de l'Afrique, où les frontières ont été tracées en fonction des intérêts des Européens et non en fonction des intérêts. C'est justement une question sur laquelle on revient. Exactement. Et donc, une fois que plusieurs peuples ou plusieurs ethnies se retrouvent à l'intérieur d'un pays tracé par des étrangers, voilà, il en est que il n'y a pas de loyauté envers cette nation-là. Il y a un manque de loyauté envers cette nation. On ne se reconnaît pas dans cet État. Ce qui va favoriser le fait qu'il y ait une disparité au niveau de la façon de penser la chose politique. Je dis ça pourquoi? Parce que le multipartisme va apporter, n'est-ce pas, ce problème de l'opposition va avoir un débat, le parti au pouvoir va avoir un autre débat, ce qui va créer un rapport de force qui sera plus tard plutôt négatif. Pourquoi? Au Togo, je prends l'exemple du Togo, une fois que l'opposition a commencé à émerger à partir des années 90, précisément en 1992 après la Constitution, qui n'a pas été effective, on constate que l'opposition allait dégringoler, si je peux le dire ainsi. Sylvanus Olympio, qui conduisait l'opposition, reprenait les idées de son père qui était Gilles-Christ Olympio, excusez-moi, qui reprenait les idées du père Sylvanus Olympio, qui n'était plus dans le contexte de la décolonisation, mais beaucoup plus tard. Et donc, il y avait un faux débat, il y avait une fausse expression de la volonté du peuple. Et comme ça, pour moi, le multipartisme c'était quelque chose qui était venu un peu plus tôt pour moi. Le parti-État pourrait, dans ce sens, aller vers cette appartenance, pourrait créer cette appartenance de loyauté envers la nation, qui pourrait renforcer les liens entre ces peuples-là qui se sont regroupés derrière ce pays. Et donc, pour moi, ça pourrait être quelque chose de plus bénéfique. Merci. Nous allons faire une pause et nous reviendrons dans quelques minutes. N'hésitez pas à commenter cette émission, à liker et pour toute suggestion, envoyez un mail sur le mail qui s'affiche actuellement en bas de votre écran à contact.maoni@gmail.com. Nous sommes de retour dans la seconde partie de votre émission. N'hésitez pas à liker, à commenter et à envoyer toute suggestion sur le mail contact.maoni@gmail.com. Alors, nous revenons, on avait quitté le plateau sur la question, Lionel, tu nous parlais de la conférence de Berlin et les conséquences que cette conférence a eu par la suite sur nos différents pays. Justement, je voulais revenir sur ce point, sur la question des frontières qui sont issues de la conférence de Berlin, qui pose aujourd'hui encore problème dans la plupart de nos pays. Je vais reprendre un exemple, peut-être que tu connais bien le Togo, sur la division, on retrouve une partie des peuples élevés au Ghana et une partie au Togo. Le problème du Soudan et du Soudan du Sud aussi, qui est issu aussi des frontières, dont l'intangibilité a été entériné en 63 lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Est-ce que ces frontières qui n'ont pas été modifiées, ces frontières sur lesquelles on s'est basé pour avoir les administrations aujourd'hui, pour construire nos États, aussi sont quelque part la cause des instabilités institutionnelles qu'on connaît? Pour moi, le noyau central de la problématique ou de l'échec des régimes politiques en Afrique, c'est cela. C'est-à-dire le fait d'avoir une hétérogénéité de la population au niveau de chaque État africain, c'est le noyau dur du problème. C'est pour ça, entre-temps, le président ghanéen Kwame Nkrumah avait évoqué la nécessité d'aller vers un panafricanisme. C'est important. L'hétérogénéité de la population de chaque État africain, c'est ça le noyau dur de notre problématique aujourd'hui. Dans le panafricanisme, il y a beaucoup, on peut dire ce qu'on veut, on peut mettre la définition qu'on veut dans le panafricanisme. Et maintenant, tu vois, pour toi, c'est quoi le panafricanisme aujourd'hui? Est-ce de
panafricanisme dont l'Afrique a besoin? Alors, quand on parle de panafricanisme, à mon sens, on ne parle pas juste d'Afrique, on parle aussi des afro-descendants. Donc vraiment, ça englobe tout le monde selon la définition de base qui avait été donnée. Un sujet qui te tient à cœur. Un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Mais du coup, ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, je vais dire les choses très clairement. Une personne dont les besoins de base ne sont pas remplis, ne peut pas écouter, ne peut pas participer, ne peut pas espérer faire quoi que ce soit. Écoutez, il y a des pays aujourd'hui comme le Togo où les infrastructures sont mauvaises. Les gens meurent dans les hôpitaux. Et ça, c'est un peu partout en Afrique. Un peu partout en Afrique, effectivement, dans beaucoup d'autres pays, mais je prends un exemple. Si on prend un autre exemple, il y a des femmes aujourd'hui qui n'arrivent même plus à faire 3 repas par jour pour leur famille et qui n'arrivent plus non plus à acheter de viande à mettre dans leur sauce. Parlons vraiment des réalités du pays. Donc en fait, la question pour moi, avant toute chose, elle est vraiment de se débarrasser de la pauvreté qui hante en fait les populations, de se débrouiller pour donner un coup de boost notamment à l'entrepreneuriat féminin. Et j'insiste sur les femmes parce que ce sont elles qui nourrissent leur famille en fait. Ce sont elles qui vraiment investissent, qui rapportent l'argent et qui sont capables de faire progresser en fait un noyau dur. Or le noyau familial, c'est le noyau de la nation. Donc on commence comme ça avant même de pouvoir parler d'intangibilité des frontières, de s'il faut ouvrir les frontières ou pas. Tu avais parlé tout à l'heure d'achat de voix pendant les élections. Est-ce qu'il y a un lien entre cette pauvreté, je fais un lien entre cette pauvreté, les achats de voix, les achats de conscience? Oui, il est clair que quand des camions sillonnent un pays tout entier pour aller donner des sacs de riz, pour aller donner à manger, ça a l'air gentil comme ça. Mais forcément, ils achètent quelque part le cœur de la personne. Sans compter qu'il y a des techniques carrément illégales où l'on va chercher des personnes en dehors du territoire, où on leur fait faire de faux papiers et on leur dit de venir poser leur voix en échange de cet argent. Mais tout ça, ça vient d'où? Ça vient d'un seul fléau, c'est la pauvreté. Et la pauvreté, elle ne commence pas seulement dans le portefeuille, elle commence même mentalement. La pauvreté, c'est un état d'esprit en fait. Et cet état d'esprit-là, il faut absolument le clouer au pilori. Si je vais bien au bout de ton analyse, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas avoir de démocratie tant qu'on a un taux de pauvreté aussi élevé que celui qu'on connaît dans les différents pays africains, c'est-à-dire ça? Ah non, c'est très compliqué. Si j'ose la comparaison, au Moyen-Âge, les États européens n'étaient pas très développés et ne pouvaient pas aspirer à la démocratie, tout simplement parce que les populations étaient trop pauvres, tout simplement parce que la majorité des ressources, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient économiques, ou qu'elles soient même au niveau du capital social, c'est-à-dire du réseau, étaient concentrées auprès d'une élite et pas des autres, ce qui créait forcément un déséquilibre et qui ne permettait de toute façon pas qu'il y ait de démocratie. Et aujourd'hui, je suis désolée de le dire, mais la majorité africaine est sous un servage. C'est du servage économique et il est temps que les médias d'ailleurs arrêtent de nous mentir et de parler d'une Afrique qui bouge. C'est vrai, elle bouge, mais elle ne bouge que pour les diasporas. Je suis désolée de le dire, elle ne bouge pas pour les peuples qui sont là, présents, les locaux. L'Afrique ne bouge pas pour les peuples locaux. Lionel, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre pauvreté et difficile implantation de la démocratie en Afrique? Certainement, mais pas que. J'irai au-delà de l'analyse d'Emma. Il ne faut pas voir le côté pouvoir achat ou la pauvreté économique du peuple pour dire qu'on ne peut plus émerger vers une démocratie réelle. Il faut prendre en compte les aspects techniques, comme je l'avais dit, l'hétérogénéité de la population en fait partie. Pourquoi, pour vous, je ne sais pas s'il y a des preuves en tant que telles, en ce qui concerne l'achat de voix durant les élections électorales, la distribution de sacs de riz à travers tout le pays, je suis de formation juriste, il faut apporter des preuves concrètes. Peut-être il y en a, je n'en sais rien, mais le fait est que... Pas de mauvaise foi, il faut apporter des preuves, mais le fait est que, au-delà de cet aspect-là, il y a une réalité certaine. Et la réalité certaine, c'est que si elle évoque cet aspect, c'est que d'un côté, l'hétérogénéité favorise cela. Pourquoi, à un moment donné, la corruption, je rebondis peut-être sur une autre notion, mais pourquoi la corruption fait partie aussi, l'achat de voix, la corruption, le tribalisme, le népotisme,
Pourquoi tout cela fait partie ou gangrène la démocratie au-delà de la pauvreté? Parce que moi, c'est ces aspects importants que moi je veux toucher. Pourquoi? Parce que c'est l'hétérogénéité qui pose cela. Parce que à la tête du pays, on a peut-être un président ou un premier ministre qui vient du Nord, par exemple, et donc a un certain favoritisme envers les peuples du Nord ou envers les peuples du Sud. C'est tout cela qui entraîne la non-effectivité du système ou de la démocratie. Mais pour rebondir sur ton développement, oui. Mais est-ce qu'on peut lutter contre ces causes lorsque les populations ne mangent pas 3 fois par jour? Est-ce qu'on peut lutter contre ces causes lorsque les gens n'arrivent pas à se faire soigner? Est-ce que c'est possible d'empêcher la corruption dans ces conditions-là? Il faut tout à fait être réaliste. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Elle a un potentiel. L'Afrique est riche, c'est la mauvaise gestion qui entraîne tout cela. Et qu'est-ce qui entraîne la mauvaise gestion? C'est les mots que je viens de citer. Le favoritisme, la corruption et autres. C'est ça qui entraîne la pauvreté ou le manque de pouvoir d'achat. J'ai l'impression que c'est un serpent qui se mord la queue là. Parce que... Oui, effectivement, mais au-delà, sur la question du tribalisme, j'aimerais quand même rebondir. Je voudrais dire que déjà, si l'on prend l'exemple du premier président togolais, je me permets, c'est quelqu'un dont la mère était du Nord et dont le père était un métis du Sud. Mais cette question du tribalisme n'est advenue que lorsque certains ont pris le pouvoir pour l'établir de manière claire et pour créer du coup en fait des inégalités basées sur une séparation socio-ethnique ou socio-culturelle. Je préfère parler de socio-culturelle. Mais du coup, je ne pense pas que regrouper les gens en fait par affinité culturelle pourrait régler la question, parce que le but d'une nation, c'est qu'elle soit construite justement. C'est qu'on puisse se retrouver tous autour des mêmes aspirations, de la même volonté et de ce que l'on désire faire. Et ça ne vient que par l'éducation. Or, il n'y a aucun investissement dans les infrastructures d'éducation. Il y a des professeurs qui sont en grève pratiquement tous les jours parce qu'ils ne sont pas payés. Je veux dire, à un moment donné... Mais justement, lorsque tu parles, par exemple, qu'on ne peut pas construire un pays sur ces questions tribales, on peut revenir, par exemple, sur les différents types d'États qu'on connaît en termes techniques. Il y a l'État fédéral, on a les États régionaux. Est-ce que dans l'état actuel des pays africains, où on voit, comme l'a dit Lionel, voilà, cette hétérogénéité des ethnies divisées, certains dans des pays et d'autres dans d'autres, et qui n'arrivent pas à s'entendre au sein d'une même nation, une nation j'ai envie de dire qu'on force, dont on force la création. Est-ce que penser les États dans le sens régionalisation, dans le sens État, pas tant État fédéral, mais plutôt une décentralisation poussée, ça ne peut pas être une solution telle que le Nigeria a essayé de le faire? Si vous prenez par exemple le cas de la crise anglophone aujourd'hui, c'est vraiment un pays divisé en deux, où il y a deux mentalités différentes, où il y a une partie qui demande une certaine autonomie. Est-ce que la décentralisation poussée n'est peut-être pas une solution à l'instabilité institutionnelle et politique de nos pays africains qui élèvent? Il est tout à fait clair que du moment où on ne se comprend pas et du moment où je rejoins Emma là-dessus, du moment où on n'a pas les mêmes visions, ce serait difficile d'aboutir à une vraie État-nation. Pourquoi? Parce que quand on prend déjà au-delà de citer le Togo comme exemple, parce que ce serait juste un cas précis, il faudra parler d'autres pays africains. J'aimerais faire référence par là, tout à l'heure tu as parlé du Nigeria, on peut parler du Soudan, mais le fait est que l'hétérogénéité compte beaucoup. Comme exemple, la tour de Babylone dans la Bible. C'est peut-être un exemple qui s'écarte un peu de notre sujet, mais si on veut rentrer dans la région, mais la tour de Babylone ne pouvait plus être élevée parce que les gens qui construisaient ces tours ne se comprenaient plus. Cette tour ne pouvait plus être beaucoup plus haute. Peut-être il s'agirait d'évoquer les alternatives ou de mettre en place un État régional au-delà de l'État unitaire ou l'État fédéré pour que peut-être au niveau de chaque région ou au niveau de chaque pôle géographique,
que des gens qui ont des mêmes visions ou les mêmes attentes puissent avoir une vision commune pour pouvoir diriger quelque chose de positif et dans l'ensemble aboutir à un État beaucoup plus effectif. Emma, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faudrait surtout remplacer en fait les assemblées nationales par des conseils des sages, où l'on choisit en fait les représentants non pas sur la base du vote, mais sur la base de la représentation en fait d'une communauté précise, d'un groupe précis, pour avoir en fait un espèce de parlement à l'africaine avec l'idée de l'arbre à palabre, où enfin on aurait des gens qui pourraient se mettre ensemble pour discuter des problématiques de leurs différentes communautés. C'est ce que je vois. Donc je pense qu'on est plutôt d'accord sur cette idée de l'État unitaire tel que la majeure partie des pays, notamment les pays francophones, l'ont hérité de la colonisation, ne marche pas. Et vraiment qu'il faut trouver autre chose qui va plus vers une décentralisation des tâches, des responsabilités, plutôt qu'une concentration des pouvoirs dans les capitales. Alors, c'est très délicat. C'est très délicat. D'abord, je rebondis sur ce que dit Emma, le fait peut-être de mettre en place un conseil des sages, l'arbre à palabre. Je pense qu'on est maintenant au-delà de cette figure, de ce système-là. Pourquoi? Parce que la représentativité sera toujours là. C'est-à-dire, si on se place dans le contexte politique, on part du principe qu'il pourrait y avoir des bons et des mauvais. C'est tout ce qui entraîne l'effectivité d'un régime politique. Pourquoi? Parce que on pourra avoir beau imaginer ou dessiner ou calquer ou faire une sorte de copie-colle des régimes qui a dans le monde entier est calqué sur l'aspect africain. On aura beau essayer, mais cela ne marchera pas si on ne règle pas ce problème d'hétérogénéité et si on ne règle pas certains problèmes beaucoup plus poussés. Je veux dire par là que, du moment où on a un régime politique, tout régime politique est bien pensé. Hein. Derrière tout régime politique, il y a un penseur, il y a des constitutionnalistes, il y a des hommes politiques qui ont pensé. Les régimes politiques africains ont été pensés aussi par les Africains? Les régimes politiques, non, ce que je veux dire par le fait de créer ou de mettre en place un régime politique, je veux dire par là qu'en amont, des gens réfléchissent. D'accord. Il y a une pensée, il y a une force derrière tout ça. Puis vient l'idée du fait que quelle serait l'effectivité de ce régime? L'effectivité, c'est-à-dire, est-ce que le régime qui a été mis en place est vraiment bien? Est-ce que ce régime apporte une solution problématique qui est en Afrique? Si on prend l'exemple du Togo, est-ce que le régime politique en place répond aux problématiques des Togolais, ou du Soudan, ou au Nigeria, ou au Ghana, un peu partout en Afrique? Il faut mettre les bonnes personnes au bon endroit. On aura beau imaginer un État fédéral, un État régional, du moment où il n'y a pas à la tête de ces régions ou à la tête de ces États fédéraux les bonnes personnes ou les politiques qu'il faut pour accompagner la mise en place effective d'une vraie pensée politique qui va dans le sens de la solution du problème, on tournera en rond. Ouais. Ce sera alors le mot de la fin, les institutions au-dessus des personnes. Il faut des personnes qui puissent incarner les institutions des personnes, qui puissent insuffler vraiment une certaine vision, une certaine énergie pour qu'on puisse sortir de cette ornière qui est les stabilités politiques et institutionnelles en Afrique. Merci Emma, merci Lionel d'être venu sur ce plateau. Merci à vous chers internautes. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit depuis le début, à commenter cette émission, à liker, à partager autour de vous et envoyer toute suggestion sur l'adresse mail que vous voyez là en bas de votre écran, contact.maoni@gmail.com.